Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a bien introduit Marwan, avec Nicolas, aujourd'hui, on va essayer de partager le maximum de connaissances qu'on a pu rassembler tous les deux sur investir au Canada. Parce que, comme la plupart d'entre nous ici dans la salle, on est arrivé quand même assez récemment au Québec. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette culture d'investir et de capitaliser pour préparer sa retraite. Ce n'est pas forcément dans notre culture. Et c'est la raison pour laquelle on voulait vous partager toutes ces connaissances. Avant de débuter, on voulait préciser justement avec Nicolas qu'on n'est vraiment pas des professionnels de la finance. Sachez qu'on est juste des néophytes, on est à peine plus informés que vous et on est juste là pour vous promulguer des conseils, même pas des conseils, mais juste des informations et des outils de base pour pouvoir commencer. Sachez que investir comporte toujours des risques et qu'on ne pourra que vous conseiller d'aller vous référer à un professionnel de la finance ou à un conseiller. Pour commencer, on voulait vous montrer des statistiques de 2022 sur le coût moyen de la vie pour un Montréalais qui vit seul ici. Alors, comme vous pouvez le voir sur le tableau très brièvement, il est nécessaire d'avoir globalement 2 700 $ par mois. Et sur une année, il faudrait environ 32 400 $. Si on met en parallèle ces données avec la retraite moyenne qu'on peut espérer à 65 ans en travaillant ici, vous pouvez voir que par mois, on peut espérer à peu près 1 500 $ et sur l'échelle d'une année, à peu près 18 000 $. Donc, quand on fait la soustraction des deux, entre le coût moyen de la vie et la retraite qu'on peut espérer, on s'aperçoit qu'il y a un peu plus de 14 000 $ de manque pour vivre à 65 ans. D'où l'importance ici de préparer sa retraite et d'investir. C'est une obligation quasiment. Donc ici, un sommaire où on va aborder plusieurs thèmes qu'on a sélectionnés avec Nicolas. On va commencer par les 3 grands principes. C'est des principes qui sont plutôt simples, mais qu'on va rappeler pour bien démarrer. Le premier, c'est augmenter ses revenus pour mieux investir. Ce principe-là, il semble évident que plus on a un revenu élevé, plus on aura une capacité d'investissement importante. Le deuxième, c'est réduire ses dépenses. C'est parce qu'on a souvent tendance à augmenter nos dépenses quand on a un salaire qui augmente. Et le troisième, le plus important, c'est investir. Investir, c'est vraiment différent d'épargner. Parce que quand vous épargnez, admettons 10 000 $ cette année, dans 10 ans, ce sera à peu près toujours 10 000 $. Tandis qu'investir, quand vous le faites, vous avez l'intention de bénéficier d'un retour, d'un gain, un rendement. Donc, c'est 2 mots et 2 façons de faire totalement différentes, investir et épargner. Alors, juste avant, on a vu un tableau avec le coût moyen de la vie à Montréal pour une personne seule. Alors, c'est bien beau, mais on a chacun nos habitudes de consommation, on ne vit pas tous de la même manière. Et ce qu'on aimerait vous proposer, c'est d'établir vous-même votre propre budget pour avoir une meilleure vision sur votre situation personnelle. Donc, pour cela, on vous a fait un petit fichier Excel qui est partagé et qui est libre en téléchargement. Vous pourrez le télécharger et vous l'approprier. Pour établir un budget, c'est plutôt simple. Globalement, vous allez lister vos revenus, donc tout l'argent qui rentre, et vous allez lister les dépenses, tout l'argent qui sort. Et le but, c'est d'avoir à la fin, en fait, combien vous avez dépensé au cours du mois, combien il vous reste à la fin du mois pour pouvoir investir. Et ça va aussi commencer à vous donner un petit aperçu sur combien vous avez besoin pour vivre là, présentement, potentiellement pour vous projeter sur la retraite. Même si on est d'accord, c'est très tôt. Mais c'est important de le faire assez tôt. Donc là, je vais directement rentrer dans le fichier dont je vous parlais. Donc c'est un fichier plutôt simple, des colonnes qui représentent les mois de l'année. La première colonne A, vous avez une partie revenus, donc ça c'est là que vous allez mettre l'argent qui rentre. La partie dépenses qui est décomposée en plusieurs sous-catégories comme l'habitation, l'alimentation, transport, télécommunications, etc. Toutes les dépenses. Vous allez en fait tous les mois reporter combien vous avez dépensé dans chacune de ces catégories. Et à la fin, ce qui nous intéresse, c'est la ligne 41 ici. Ça va nous donner le montant que vous avez dépensé au cours du mois. Et la ligne 42, c'est le montant qui vous reste par rapport à vos revenus. Donc, ce montant qui reste, ça pourrait potentiellement, si vous en avez envie, être le montant que vous pourriez investir pour préparer votre retraite ou pour enrichir votre patrimoine.
Juste en bas, vous retrouvez un mini tableau de bord, mais qui va vous afficher des données sur l'ensemble de l'année. Si je reviens au niveau de la présentation, maintenant qu'on a établi le budget, je vous propose de faire le point sur votre portefeuille. Alors, qu'est-ce que c'est un portefeuille? Ça va représenter ce que vous possédez réellement. Donc, vous allez lister les actifs, c'est-à-dire, je ne vais pas l'expliquer là, je vais vous le montrer en même temps directement sur le fichier. Donc, vous allez lister les actifs puis les dettes, et ça va vous donner votre situation financière générale. Si je vous le montre plus concrètement dans le fichier, c'est le deuxième onglet en bas, là, portefeuille. Et de la même manière, vous retrouvez les mois en colonne. Et à gauche, donc vous avez une catégorie actifs. Donc là, vous allez mettre tous vos comptes bancaires, donc compte chèque, compte épargne, les comptes enregistrés que Nicolas va vous présenter tout à l'heure, et les comptes non enregistrés. Vous allez également mettre ici vos biens immobiliers et si jamais vous avez une voiture. Admettons, vous avez acheté un condo qui vaut 300 000 $, mais vous avez un prêt hypothécaire de 250 000 $. Vous allez mettre ici dans valeur immobilière 300 000 $, parce que c'est la valeur de votre bien. Cependant, dans les dettes, vous allez mettre en prêt hypothécaire vos 250 000 $ que vous devez. Dans les dettes, vous allez également mettre vos cartes de crédit et d'autres prêts si vous en avez. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir les lignes 17 et 18, donc l'actif net, qui représente réellement ce que vous possédez. Donc, ça va être la soustraction de vos actifs moins les dettes. Donc, vous allez vraiment avoir l'argent que vous avez, que vous possédez réellement à 100%. Tandis que le portefeuille net, lui, va vous donner la quantité, la valeur qui est actuellement investie ou sur vos comptes bancaires. De la même manière que le premier onglet, vous avez un petit tableau, un petit graphe qui va schématiser un peu l'ensemble de l'année. Bref, ce fichier, je vous laisserai le télécharger à votre guise. Maintenant que vous en êtes là, vous aurez normalement une meilleure vision sur votre situation, donc vos dépenses, combien vous pourriez investir, et également votre portefeuille, votre patrimoine actuel. Maintenant, ce qu'on voulait vous proposer, c'est une stratégie simple pour investir à long terme. Et pour cela, je vais tenter de vous convaincre que investir à long terme peut être intéressant. Je vous ai mis ici un graphique à gauche qui représente le S&P 500, c'est l'historique du S&P 500. Pour faire très simple, ça représente les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse. Et à droite, vous avez un graphique qui est, je ne sais pas si vous voyez bien les années, mais vous avez les années en vert qui représentent les années qui ont été positives, donc avec un gain, et les années en rouge où il y a eu une baisse. Il y avait deux points que je voulais souligner ici. C'est que le premier, c'est que même si sur le très long terme, même si vous aviez investi, admettons, en 2007, juste avant le crash, et que vous aviez conservé votre position, en 5 ans après, vous auriez retrouvé votre valeur que vous aviez investi à l'initial, et après, comme on peut voir, ça continue à évoluer. Et l'autre point que je voulais souligner, c'était aussi le rendement qu'on peut voir là sur le graphique de droite, de 10% par an. C'est le rendement moyen du S&P 500 depuis 1928. Donc, malgré les crises économiques qui arrivent, c'est assez cyclique, on arrive tout de même à un rendement de 10% par an. Sur le lien en bas du diapo, je voulais vous montrer très brièvement ce site internet Official Data qui permet de simuler en fait un investissement que vous auriez fait par le passé. Là, je vous ai mis un exemple. Si vous aviez investi 1 000 $ en 1995, aujourd'hui, en 2023, cela vaudrait 15 400 $. Ici, juste en dessous, là, on retrouve le rendement moyen par année. Et ici, le plus intéressant, c'est le rendement moyen, mais en prenant en compte l'inflation. Parce que forcément, il y a de l'inflation tous les ans. Donc, globalement, pour vraiment schématiser, on a à peu près 7% de rendement par an avec l'inflation. Il y avait également une autre chose que je voulais vous présenter qui est très intéressante, c'est les intérêts composés. Pour faire simple, c'est le fait de réinvestir les gains que vous avez faits les années d'avant. Et ça va avoir un effet cumulatif. Et pour vous le montrer, je vais directement faire une démo. Ce sera beaucoup plus parlant. Donc, c'est ce lien-là, ce que j'ai mis sur la diapo. Admettons, aujourd'hui, vous n'avez rien, vous commencez à zéro, mais en ayant fait votre budget, vous avez vu que vous avez la capacité d'investir, on va dire, 1 000 $ par mois. Donc, je vais mettre 1 000 $ une fois par mois. Le taux d'intérêt, on a vu juste avant, on pouvait espérer 7% avec l'inflation.
Donc, je le reporte ici. On calcule les intérêts une fois par année. Et supposons que vous ayez 25 ans et que vous avez envie de vous projeter sur jusqu'à vos 50 ans. Donc, on va réduire un peu la jauge là, pour la mettre à 25 ans pour atteindre 50. Alors ici, bon, je ne peux pas tout afficher d'un coup, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que donc 25 ans, ça représente 300 mois. Donc 300 mois fois 1000 $, ça veut dire que vous avez vraiment investi, vous, concrètement, 300 000 $ de votre poche. Mais grâce aux intérêts composés, vous pouvez voir ici la valeur en haut à gauche, que cette somme et ce rendement annuel, ainsi que justement les intérêts composés, le fait de réinvestir cette somme que vous avez gagnée, cette somme en 25 ans se transforme en 783 000 $. Bon, ça c'est la théorie, hein, mais si on regarde les statistiques du passé, c'est ce qui pourrait arriver. Et autre point que je voulais vous montrer, c'est que sur le tableau annuel, je voulais vous montrer cette ligne-là, la ligne 12, on a cette colonne, elle représente les intérêts que vous avez gagnés à l'année. La ligne 12, c'est l'année 12, et le montant, c'est 14 000 $. Au début là, de la présentation, je vous ai montré la comparaison entre le coût moyen de la vie et la retraite, et je vous ai montré qu'il manquait 14 000 $ pour vivre, enfin en moyenne, hein, pour un Montréalais seul. Là, si vous investissez pendant 12 ans à 1 000 $ par mois, en théorie, vous devriez pouvoir vous autofinancer votre retraite, étant donné que les intérêts vous rapporteraient 14 000 $ à partir de la 12e année. Donc là, maintenant, on a fait vraiment, c'était la partie très théorique. Maintenant, on va rentrer avec Nicolas plus dans, on va dire, comment le faire concrètement. Donc, on va commencer par parler des fonds négociés en bourse. Alors, typiquement, vous pourriez très bien investir sur les marchés vous-même, c'est-à-dire en sélectionnant les entreprises une par une et en faisant vos achats, voilà, selon la volatilité, selon les nouvelles économiques. Mais si ça vous intéresse pas du tout et que vous préférez faire quelque chose de très simple et d'autogérer, les fonds négociés en bourse, ou ETF en anglais, ça peut être une solution. Alors, qu'est-ce que c'est simplement un fonds négocié en bourse, FNB? C'est un produit que proposent des gestionnaires de FNB. On en a listé trois majeurs, donc BlackRock, Vanguard et Horizon. Et dans ces produits, ça va combiner des centaines, voire même des milliers d'entreprises différentes, parfois à travers le monde entier, dans différents secteurs économiques. Ça peut être de la matière première, de la finance, etc., n'importe quel secteur. Et ça vous permet finalement d'acheter un FNB au même titre qu'une action. Et celle-ci va être très diversifiée. Et ça vous permet ainsi juste d'acheter avec un peu moins de risque, étant donné que vous avez acheté sur sur une amplitude beaucoup plus vaste. Vous n'avez pas besoin de suivre toutes les nouvelles une par une, surtout que c'est le gestionnaire de fonds qui va s'en charger pour vous. Parce que certains de ces FNB sont ce qu'on appelle dit à gestion active, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes enlever les entreprises qui vont entre guillemets mal et ils vont mettre celles qui sont porteuses. Donc je voulais vous montrer très brièvement, juste pour vous démontrer que ce n'était pas si compliqué que ça, même si ça paraît peut-être un peu impressionnant au prime abord. Ça, c'est le site de BlackRock. Je voulais brièvement vous montrer, on va pas rester très longtemps. Ça, c'est la page où on peut sélectionner les FNB. Donc on a plusieurs critères de recherche qu'on peut faire ici, mais je vais directement aller au plus simple. Je vais prendre le premier de la liste et je vais vous montrer juste quelques éléments clés que je voulais préciser ici. Donc ici, on est sur un FNB de BlackRock et ce qui m'intéressait de vous montrer, c'était par exemple la répartition, parce que c'est le plus parlant. D'une part, je vais commencer par la catégorie d'actifs. Ici, on peut voir, là où j'ai passé le curseur, que ce FNB contient quasiment 100% d'actions, c'est-à-dire c'est uniquement des actions d'entreprise, parce que vous pourriez également avoir des obligations qui, pour faire simple, c'est des prêts que vous faites aux États et aux entreprises. Bon, celui-là, je l'ai pris un peu par hasard. Celui-ci, il a 100% d'actions. Et ce que je voulais vous montrer, qui est très parlant, c'est la zone géographique. On peut voir qu'il est principalement investi dans le continent nord-américain, avec 44% d'entreprises qui se situent aux États-Unis, 23% au Canada, 6% au Japon, et on peut voir un peu plus bas, un peu plus de 2% en France. Là, c'est pour vous montrer que ça peut être très diversifié. Autre chose que je voulais vous montrer, oui, vous avez également des indicateurs de risque, en fait, qui vous permettent parce que bien sûr, en investissement, comme je l'ai dit au départ, il y a toujours des risques.
quoi qu'il arrive. Mais il y a des fonds qui sont normalement moins risqués, enfin normalement, qui sont moins risqués que les autres, qui vont plus se baser sur des valeurs un peu plus solides. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouviez faire votre choix en conséquence. Et aussi, point important, il y a quand même des frais de gestion. Donc, ça va être pris directement sur les gains que vous allez faire au cours de l'année. Donc, c'est pas non plus gratuit cette gestion autogérée. Alors, je vais essayer de répéter la question pour que les autres ils t'entendent aussi. Donc, si j'essaie de résumer, tu demandais si je prenais un fonds qui était moins risqué, est-ce qu'il avait plus de frais de gestion globalement qu'un qui était plus risqué? Là-dessus, je suis pas, là, je peux vous dire, je suis pas expert. Par contre, ce que je peux te répondre là-dessus, c'est que ceux à gestion active, ils sont plus chers en gestion. Ceux à gestion active, c'est ceux qui vont enlever les entreprises automatiquement et en ajouter des nouvelles. Ils en prennent plus, tandis que les passives, elles vont aller, elles changeront pas du tout leur portefeuille. C'est-à-dire que demain, tu peux avoir une compagnie qui fait faillite. Si elle est dedans, elle va rester dedans. Et donc, mais celles-ci, elles seront moins chères. Pour le reste de la question, je t'avoue que je ne suis pas assez expert là-dessus. Là, ce que j'essaie de faire, c'est essayer de vous présenter de manière la plus simple possible qu'est-ce qu'un FNB. Et aussi essayer de vous montrer qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Après, bien sûr, il faut s'y pencher un petit peu quand même et puis éventuellement se faire conseiller. Et enfin, je vous ai mis d'ailleurs un blog qui s'appelle Retraite 101 qui est très populaire au Québec. Hop, excusez-moi. C'est le lien qui se trouve juste en bas. Donc, ça, vous pourrez l'ouvrir si vous êtes intéressé sur ce sujet. C'est vraiment une mine d'or. Pour la suite de la présentation, Nicolas, je vais te laisser la main et tu vas pouvoir nous aborder les supports d'investissement. Parfait, on m'entend bien? On t'entend bien, ouais. Super. Bonjour à tous, merci beaucoup, Arnaud. Alors je vais, passer tout de suite ici, support d'investissement donc simplement il existe, au Canada 2 types de comptes, qui permettent donc d'investir. Donc le premier type, s'appelle les comptes enregistrés. Donc ça se réfère donc aux différents types, de comptes qui bénéficient en fait d'avantages fiscaux. Donc alors dépendamment de sa situation, heu, l'un ou l'autre compte va être plus intéressant. Donc c'est ce qu'on va voir ici tout de suite. Hem, le compte, CELI, dans le fond, c'est un compte qui est, comme, son acronyme le dit, le compte d'épargne libre d'impôt. Donc en fait, c'est un compte, dans lequel on peut, cotiser, jusqu'à une certaine limite par année. Donc par exemple ici en 2023, c'est, 6 500 et qui est ce montant-là est donc cumulatif, donc se rapporte, à l'année d'après. Donc par exemple, en fait, ça commence à partir de ses 18 ans. On peut décider de cotiser jusqu'à plafonner, sur l'année, mais si on décide de, par exemple, mettre 3 000 cette année, en 2023, il va nous rester 3 500 du coup, pour l'année d'après et tant qu'on ne cotise pas, les montants, se cumulent et donc on peut rapidement se trouver avec, des comptes, quand même avec un bon plafond, donc ces montants-là sont complètement, libres d'impôt. Ce que j'entends là par libre d'impôt, c'est que, hem, le montant qu'on cotise, dans ce compte-là, ne déduit pas, les impôts. Par contre, tout ce qui est, perçu en intérêt, en dividende est, absolument pas imposé. Donc c'est quand même, ça peut être un très, très bon compte, surtout si vous faites des bons coups. Voilà, ça peut être très, très intéressant. Il n'y a pas non plus de restriction de retrait, ça c'est, quand même, notable, par rapport à un autre compte qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, le CELIAP, c'est, très, ressemblant au compte CELI. C'est tout nouveau par exemple, c'est sorti en 2023. Donc c'est une initiative du gouvernement, pour inciter, les gens à acheter, une première propriété.
Donc, dans le fond, ça permet en fait de pouvoir avoir un certain montant pour pouvoir faire sa mise de fonds lors de l'achat de sa première maison, son premier condo. Les restrictions, c'est d'avoir entre 18 et 71 ans et de ne pas avoir été propriétaire durant les 5 dernières années et j'entends bien au Canada. Donc, le plafond est de 40 000 $. Si, ma mémoire est bonne, je pense que c'est une initiative qui va durer, 15 ans. Donc, à partir du moment où vous ouvrez le compte, vous avez 15 ans pour mettre 40 000 $. Donc, pareil ici, tout ce qui a été, accumulé en intérêts, en dividendes, n'est pas du tout imposable. Hem et puis, voilà, bah, ça permet notamment de voilà, accéder à la propriété, un petit peu plus facilement qu'avec un compte, bien standard. Alors le troisième, qui est le REER, qui est particulièrement destiné, pour, justement se constituer une retraite, comme on parlait en début de présentation. Donc ici, contrairement aux 2 autres, les sommes qu'on met sur ce compte, qu'on le les cotisations qui sont mises, déduisent directement l'impôt, qui va vous être, demandé à la fin de l'année. Ici, on parle de 18 du revenu gagné, par rapport à l'année précédente avec un certain plafond à 29 000 $ et voilà, ça peut être, vraiment intéressant de si par exemple vous faites affaire avec un comptable, de lui demander, hem, de savoir combien est-ce que vous devriez mettre de REER, pour éventuellement, économiser sur votre impôt. Donc, ici, on peut voir là les deux tableaux comparatifs, l'un sans, cotisation de REER, l'un avec et l'autre avec, 14 000 en cotisation de REER. On peut voir quand même qu'il y a une économie d'impôt de 5 400 $, donc c'est quand même, substantiel. Donc ça peut être vraiment très bien pour, voilà, différer en fait son impôt et petite parenthèse, ce compte-là est vraiment destiné à, ce que l'argent reste dedans. Il y a certaines pénalités, il faut vous informer là-dessus là, mais, certaines pénalités à retirer avant, votre retraite. Donc, une fois qu'on a plafonné tous les autres comptes, bien sûr, comme je disais, il en existe d'autres. On en a listé 3 parce que c'est ce qui, selon nous, se cadre le plus avec, la situation des arrivants, des jeunes arrivants, au Canada. Ce compte-là, le compte non enregistré, bon, bah, c'est voilà, c'est quand vous avez, plafonné, les autres comptes. Donc, celui-là n'a pas d'avantage fiscal, heu, il n'y a pas de plafond non plus. Donc, tout ce qui sera perçu aussi en dividende, en intérêt, va être imposé. Donc c'est une bonne solution quand, vous avez plus accès à d'autres comptes ou que vous avez plafonné, par exemple, pour l'année. Vous pouvez mettre le restant de l'argent sur ce compte-là. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut, acheter, en fait, dans ces différents types de comptes? Comme l'a décrit un petit peu plus tôt, Arnaud, les fonds négociés en bourse, FNB, ETF en anglais, donc qui sont des, espèces de groupements d'actions, de compagnies. Ça peut être, par type, par exemple, il existe des FNB éthiques, des FNB verts, des FNB qui sont plus dans la technologie. Soit vous pouvez acheter directement des actions, donc par exemple, voilà, vous voulez acheter des actions d'Apple, de Google, peu importe. Des commodités, donc d'être plus sur, par exemple, du fer, de l'or. Ça pourrait être aussi des monnaies, d'autres monnaies étrangères. Obligations, bon, bah, je ne vais pas passer là-dessus, ça peut être un petit peu plus compliqué de le décrire et fonds commun de placement, c'est très ressemblant, également aux fonds négociés en bourse. C'est un espèce d'agrégat d'actions, qui peuvent être gérés activement ou passivement. Ou alors le dépôt en espèces. Il y a pas vraiment d'avantage là-dessus, à moins que, hem, comme on parlait avec Arnaud, ça peut, éventuellement servir si vous planifiez un achat. Vous pouvez par exemple, mettre de l'argent, avant votre période d'imposition. Vous pouvez mettre, un certain montant en prévision d'acheter, une action, parce que peut-être vous avez prévu que cette action baisse, et donc vous réservez ça en espèces sur l'un de vos comptes. Donc,
Ouais, ça c'est très important aussi, la petite note qui est en dessous. Arnaud en avait fait part, au début. C'est que c'est quand même bien important de vous assurer d'avoir fait une première déclaration de revenus au Canada et bien sûr, attendez de recevoir votre premier avis de cotisation qui confirme que, les impôts ont été traités et que vous avez payé, vos impôts. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes éligible à ouvrir, voilà, n'importe quel, décompte, qu'on a décrit plus tôt. Donc on va expliquer un petit peu les cas pratiques. Donc je voulais mettre une emphase là sur, le fait que tout ça, ça a l'air quand même, assez intimidant en fait, à première vue. Par contre, c'est vraiment une question de s'informer, puis d'avoir une certaine curiosité parce que clairement tout le monde peut transiger, voilà, très facilement. Donc c'est un certain comme mythe heu qui a, de tout simplement que c'est compliqué de s'ouvrir des comptes ou, de transiger. En fait, c'est très, très simple, comme on va le voir un petit peu plus tard. Donc il y a je voulais mettre une emphase aussi sur que le fait que les plateformes actuelles, les plateformes modernes, elles sont vraiment conçues pour être, intuitives et conviviales pour que ce soit accessible vraiment au grand public. Donc voilà, avec l'avènement du trading mobile, mais voilà, c'est possible maintenant de le faire carrément, peu importe vous êtes en voyage, vous pouvez le faire, carrément avec votre téléphone. Donc ça peut avoir un certain avantage du fait que ce soit disponible, tout le temps. Donc la question en fait, même, c'est savoir, est-ce que vous préférez la simplicité ou plus vous informer et éventuellement, gérer vous-même. L'avantage là-dedans, c'est, que vous allez probablement sauver des frais parce que si vous faites affaire avec un conseiller financier, il y a des, frais de gestion qui vont être demandés. Donc ça peut être intéressant, de voir éventuellement si ça vous tente de gérer vous-même. Donc ici, on voit, en dessous un graphique de prix, d'une action. En fait, c'est d'un FNB. Hem qui sort en fait d'un outil qui s'appelle TradingView, qui est un excellent outil, autant pour les débutants que pour les professionnels et qui permet de voir, les technicalités d'une action ou d'un FNB. Donc on peut voir aussi notamment l'historique de prix. C'est quand même intéressant quand on fait, quand on prend une décision d'achat. Donc là aussi, ce logiciel-là qui permet de comparer ou s'informer sur les différentes spécificités d'une action ou d'un FNB. Il y a une version, très simple et il y a une version très complexe. Donc voilà, c'est un outil qui peut être, intéressant à rajouter, dans sa petite boîte à outils. Donc ici, dans le fond, il existe, différentes plateformes de courtage. Moi, je les classe, on va dire, en 2 catégories. Les plateformes qui sont issues de banques. Voilà, la majorité des banques, ont, leur offre de courtage en ligne. Donc ici, voilà, j'en ai listé quelques-unes. Hem et aussi les plateformes d'investissement self-service où est-ce que ça va être plus des groupes, financiers. Hem, Dans le fond, la différence, qu'on peut remarquer là, en tout cas, ce que je vois, particulièrement, c'est que, les plateformes de type self-service ont une tendance à mettre vraiment beaucoup d'emphase sur la simplicité et aussi le fait d'être accessible sur un mobile. Donc je vais vous le montrer tout de suite là dans les captures d'écran. Hem, bon, ici on voit, c'est une capture d'écran issue d'un navigateur web où est-ce qu'on peut voir, voilà le même FNB que je montrais, un petit peu plus au-dessus là, sur le graphique. Où est-ce qu'on voit, le prix, la variation, sur la journée, le volume, d'échange sur la journée également et voilà, un bouton achat, vente. Hem, Ici, j'ai un petit comparatif, de différentes plateformes. Donc ici, je pense que la première capture, c'était, la Banque nationale, la version mobile de la Banque nationale. On peut voir au milieu, dans le fond, une capture d'écran qui provient de Wealthsimple, qui est, je pense, juste disponible mobile. Donc on voit quand même que, c'est, particulièrement épuré et voilà, ça rassemble pas mal toutes les informations,
nécessaire. Voilà, on voit le graphique de prix, on peut acheter, vendre directement. Et la dernière, une capture de la plateforme Disnat fournie par Desjardins, où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'informations techniques qui peuvent éventuellement plus être destinées à des gens qui veulent en faire une profession ou carrément un hobby. Donc voilà, c'est un choix à faire. Heu, Typiquement, voilà, on va choisir sa plateforme par rapport à ces critères-là, la facilité d'utilisation et sachant qu'on peut peut-être passer un certain temps là-dedans. Donc voilà. Je voulais vous expliquer tout simplement qu'il existe des plateformes qui sont vraiment très simples et qu'au final, on n'a pas vraiment besoin d'énormément de connaissances là-dedans. Là, ici, je voulais vous présenter rapidement une des techniques de trading, de courtage qui est la plus connue, je pense. Et en fait, qui consiste à acheter un actif, un produit boursier à différents intervalles, réguliers ou non, peu importe le prix qu'il va avoir, sans chercher forcément à acheter lorsqu'il baisse. L'avantage, comme on peut le voir ici sur le petit graphique, donc ce que ça me permet au final, c'est de, en quelque sorte, lisser le prix d'achat unitaire. Donc, peu importe le prix de l'action, il peut varier très fort et je vais l'acheter à différents intervalles. Ça va me permettre d'avoir une moyenne de ce prix-là au final. Donc, c'est une technique à considérer. Par exemple, si on a un certain montant à investir, de éventuellement le séparer et d'acheter cette action à différents intervalles. Voilà. Donc ici, on s'est quand même pas mal fourni d'informations qu'on a trouvées sur internet, sur des blogs, sur des vidéos YouTube. Donc je vous conseille fortement si ça vous intéresse, notamment l'investissement, d'aller éventuellement acheter l'un des livres que l'on cite ici. Ils sont disponibles ici au Québec, dans les librairies, sur Amazon. Les sites web qu'on liste ici, on s'en est beaucoup servi, notamment Bloc Retraite 101, de l'auteur qu'on voit un petit peu plus au-dessus, là, monsieur Max Wynne. Très simple, puis très, très utile. Donc aussi, si vous êtes plus visuel, les vidéos du channel de Just Finance sont vraiment bien utiles aussi. J'ai aussi rajouté ici ce site-ci, artbacon.ca. Donc c'est une start-up qui s'est lancée là, il y a quelques années ici au Québec et qui est vraiment un excellent site qui rassemble des comparateurs, des calculatrices pour que vous preniez des décisions vraiment plus avisées dans le sens, par exemple, si vous savez pas trop quelle plateforme de courtage vous voulez aller, le site va vous proposer selon vos critères qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ressemble le plus à votre style. Donc vraiment un très, très bon outil. Je vous conseille beaucoup d'aller visiter ce site. Donc voilà, la la présentation est terminée.